Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce webinaire de la série Les lundis du CEP. Ce matin, nous allons parler du dispositif démission reconversion qui vous permet de démissionner tout en bénéficiant des allocations chômage. Avant de démarrer, de rentrer plus dans le détail, je vous informe que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Alors, pas vraiment dans le chat d'ailleurs, mais plutôt dans l'onglet questions, de façon à ce que je puisse les voir et y répondre durant la présentation. De quoi on va parler ce matin? Donc, du cadre légal du dispositif démission reconversion. On va voir ensemble aussi les différentes étapes pour mener à bien ce dispositif et on verra ensuite, si on a le temps, quelques exemples de projets qui ont vu le jour dans le cadre de ce dispositif-là. Donc, si on prend on va dire le contexte, aujourd'hui, quand vous démissionnez de façon, on va dire, classique, ça ne vous permet pas de bénéficier des allocations chômage puisque Pôle emploi considère que vous n'avez pas été privé involontairement d'emploi. Donc là, depuis novembre 2019, ce nouveau dispositif démission reconversion, il vous permet justement de démissionner. Alors, il y a des conditions, on va le voir ensemble, mais voilà, c'est un cas où la démission finalement devient légitime pour mettre en œuvre un projet réel et sérieux et donc bénéficier des allocations chômage. Ça va concerner deux types de projets. Les projets de reconversion qui nécessitent de suivre une formation et les projets de création ou de reprise d'entreprise, qu'il y ait un projet de formation préalable ou non. Donc là, on va voir un peu plus dans le détail, parce qu'il y a des conditions à remplir, bien sûr. Donc la première, c'est qu'il vous faut être salarié de droit privé en CDI. Ensuite, il vous faut également justifier de 5 ans d'expérience salariée dans les 5 dernières années. Donc, grosso modo, il vous faut 1300 jours travaillés. Donc, ça, on va le voir aussi dans les étapes. Il y a des simulateurs qui vous permettent de voir est-ce que vous remplissez bien les conditions d'accès au dispositif. Troisième condition, il vous faut avoir obligatoirement bénéficié d'un conseil en évolution professionnelle. Et donc, là aussi, puisque je représente moi l'opérateur qui délivre le conseil en évolution professionnelle, bien sûr, on en parlera un petit peu plus en détail de ce qu'est ce service, sachant que c'est un service public, le conseil en évolution professionnelle. Autre condition, il vous faut avoir fait valider ce que l'on appelle le caractère réel et sérieux de votre projet. Et donc, il y a une commission dans chaque région, la commission de l'association Transition Pro, qui est là pour venir analyser et valider ou non le caractère réel et sérieux de votre projet. Donc ça, c'est les principales conditions à remplir. Et attention, c'est vraiment très important de respecter en fait toutes ces conditions-là, toutes les étapes aussi dont on va parler juste après, parce que le risque, c'est que vous démissionniez sans respecter tout ça et que du coup, au moment de l'inscription à Pôle emploi, Pôle emploi vous refuse l'indemnisation parce que vous n'avez pas fait les choses dans le bon ordre ou que les conditions ne sont pas remplies. Je vois qu'il y a une question, c'est pour les personnes travaillant dans le privé, mais pour le personnel public. Alors là, c'est vraiment la condition, c'est être salarié de droit privé. Si votre employeur, si votre contrat est un contrat de droit public, vous n'êtes tout simplement pas concerné par ce dispositif-là. C'est un dispositif qui est dans le Code du travail, donc qui s'adresse en fait aux salariés de droit privé. Il y a certaines dérogations, on va dire, pour les entreprises à caractère un peu public, c'est-à-dire le groupe La Poste, la SNCF, la CPM, par exemple. Voilà, là, il y a des dérogations et donc, dans certains cas, les salariés de ces structures-là peuvent en bénéficier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si votre contrat est un contrat de droit public, ce dispositif-là n'est malheureusement pas accessible pour vous. Donc, quels sont les projets concernés? On en a parlé, il y en a deux types, on va dire. Donc, premier projet, c'est celui qui est un projet de reconversion qui va nécessiter le suivi d'une formation. Donc là, il y a plusieurs petites caractéristiques. Donc, il faut que vous puissiez argumenter que le métier que vous visez, il y a une nécessité pour vous de passer par une formation pour y accéder. Voilà, tout simplement. La formation que vous visez pour accéder à ce métier-là, elle n'a pas besoin d'être certifiante. Quand on dit d'une formation qu'elle a un caractère certifiant, ça veut dire officiellement reconnue par l'État.
Et aujourd'hui, le répertoire qui fait référence, c'est le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. Donc, sur ce répertoire, il y a toutes les certifications reconnues par l'État. Donc, pour certains dispositifs autres que le démission reconversion, il y a une nécessité que la formation soit certifiante. Ce n'est pas le cas pour ce dispositif-là. Autre critère, bien sûr, il ne faut pas que la formation ait déjà démarré. Donc, on est vraiment sur un projet de formation. Donc, si la formation a déjà démarré, ce n'est plus un projet, c'est quelque chose qui a déjà démarré, donc ça ne fonctionne pas. Quand on est plutôt sur un projet de création de reprise d'entreprise, là, pareil, vous ne devez pas avoir déjà créé votre entreprise au moment où vous démarrez notamment l'accompagnement avec votre conseiller en évolution professionnelle. Pour ce projet de création de reprise, vous choisissez le statut fiscal qui vous intéresse. Ça peut être une micro-entreprise, ça peut être une entreprise SARL, SASU, voilà, ça, le régime fiscal, on va dire, n'importe peu. Par contre, si vous avez déjà une entreprise, le dispositif ne fonctionne pas si votre projet est de développer l'entreprise que vous possédez déjà. Voilà, il faut vraiment que ce soit une nouvelle entreprise. Donc voilà pour les projets concernés. Ensuite, il y a différentes étapes qu'on va finalement détailler l'une après l'autre. Donc là, je vous fais un petit récap rapide des étapes, puis on va rentrer dans le détail un petit peu plus juste après. La première étape, c'est d'aller vérifier la condition des 5 ans d'expérience salariée. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait 1300 jours travaillés dans les 5 dernières années pour pouvoir être éligible à ce dispositif-là. Donc là, tout simplement, il y a un simulateur de Pôle emploi. Vous tapez dans votre moteur de recherche « Simulation allocation Pôle emploi », vous allez tomber dessus sans problème. Deuxième étape, et avant même de démissionner, vous allez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Donc, le conseiller va être là pour vous aider à sécuriser le projet, à constituer le dossier que vous allez présenter justement devant la commission. Donc, étape 3, une commission analyse le caractère réel et sérieux de votre projet. On va y revenir aussi. C'est d'ailleurs la commission des associations Transition Pro qui s'en occupe. Et donc, vous avez une association Transition Pro dans chaque région. Donc, vous tapez là aussi dans votre moteur de recherche Transition Pro et votre région et vous tomberez sur le site de l'association en question. Si la commission valide le caractère réel et sérieux de votre projet, vous pouvez démissionner et vous allez vous inscrire comme demandeur d'emploi et puis vous mettrez en œuvre votre projet, soit de formation, soit de création d'entreprise en tant que demandeur d'emploi indemnisé, c'est-à-dire avec les allocations chômage. Donc, on va voir maintenant les étapes les unes après les autres. Si on prend la première, c'est-à-dire la condition des 5 ans d'ancienneté, donc c'est bien 1300 jours dans les 5 dernières années, et cette condition, elle doit être remplie à la date de la démission, c'est-à-dire que c'est vraiment la date à laquelle votre contrat perd tous ses effets qui compte. Donc, on est vraiment à la date où votre contrat prend fin. Il vous faut avoir 1300 jours travaillés dans les 5 dernières années. Cette condition, vous la vérifiez du coup avec le simulateur de Pôle emploi dont on a parlé. Et donc, attention, parce qu'il y a certaines périodes qui ne seront pas prises en compte dans le calcul là, des 1300 jours dans les 5 dernières années. Notamment, toutes les périodes qui n'ont pas donné lieu à une rémunération vont être exclues. Donc, par exemple, si vous avez pris 6 mois de congé sabbatique, ça ne sera pas compté. Si vous avez une interruption entre 2 contrats, je ne sais pas, entre 2 contrats dans les 5 dernières années, il y a un trou, on va dire, par exemple, de 3 semaines. Là non plus, ça ne va pas compter. Et les périodes de suspension de contrat qui sont liées à une non-présentation d'un pass sanitaire ou d'un pass vaccinal valide, là, c'est pareil, ces périodes-là ne sont pas comptées. Donc, c'est très important de bien utiliser le simulateur de Pôle emploi pour vérifier que toutes les périodes, on va dire, sont prises en compte et que vous n'avez pas de période exclue qui ferait que vous n'avez pas les 1300 jours travaillés. Et donc, attention aussi parce que Pôle emploi va vérifier, c'est vraiment le premier critère qu'ils vont vérifier quand vous allez vous inscrire. Est-ce que vous avez bien ces 1300 jours travaillés dans les 5 dernières années? Donc là, de toute façon, votre conseiller en évolution professionnelle ou votre conseillère vous aidera à utiliser ce simulateur-là pour vérifier vraiment que vous êtes bien éligible au dispositif. Je jette un petit coup d'œil aux questions. Pour les personnes travaillant dans le privé, mais pour le personnel du public.
c'est pour les personnes. Comme je l'ai dit, en fait, ça n'existe pas pour le personnel du public. Voilà, c'est vraiment un dispositif qui s'adresse aux salariés titulaires d'un contrat de droit privé et en CDI uniquement. Seconde étape, du coup, c'est de rencontrer donc un conseiller en évolution professionnelle. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est le conseil en évolution professionnelle? C'est un service public qui est financé grâce aux entreprises du secteur privé qui chaque année versent une cotisation pour la formation et donc cette cotisation sert à financer ce service public. Le CEP, il est donc gratuit, confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, par exemple, avec votre employeur. Tout ce qui se dit dans les rendez-vous reste voilà, entre vous et votre conseiller. L'objectif du conseil en évolution professionnelle, ce n'est pas que vous aider à utiliser ce dispositif d'émission reconversion, c'est de vous accompagner de façon, on va dire, générale sur tous vos projets d'évolution professionnelle, que ce soit des projets de reconversion, d'évolution dans votre entreprise, de recherche d'un nouvel emploi. Voilà, c'est tout ce qui va toucher au changement professionnel de façon générale. Aujourd'hui, il y a plusieurs opérateurs de ce service conseil en évolution professionnelle qui finalement va dépendre de votre statut. Donc moi aujourd'hui, je représente le réseau EVA. Nous, on va accompagner les salariés et les indépendants. Salariés d'ailleurs, quel que soit votre statut, mais salariés du secteur privé uniquement. Si vous êtes salarié cadre, vous allez pouvoir vous tourner vers l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, qui est opérateur donc conseil en évolution professionnelle pour les cadres. Si enfin vous êtes salarié en situation de handicap, vous pouvez vous tourner vers Cap Emploi, c'est l'opérateur CEP, conseil en évolution professionnelle pour les personnes, pour les salariés, on va dire, en situation de handicap. Il y a deux autres opérateurs également qui existent, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les moins de 26 ans. Voilà. Mais pour le dispositif des missions reconversion, comme c'est un dispositif qui s'adresse qu'aux salariés, on va dire principalement les trois opérateurs, donc c'est Réseau EVA, APEC ou Cap Emploi. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver les coordonnées du bon opérateur CEP sur le site national qui est mon-cep.org tout simplement, ou alors vous tapez conseil en évolution professionnelle dans votre moteur de recherche, vous tomberez dessus également. Le conseiller en évolution professionnelle, il va vous permettre de sécuriser votre projet. Déjà, vous allez revoir avec lui le cadre légal du dispositif, des missions reconversion. Il va vous aider aussi à vérifier la condition des 1300 jours travaillés pour voir si vous êtes bien éligible. Il va aussi ensuite vous accompagner afin de formaliser votre projet pour argumenter le mieux possible le caractère réel et sérieux de ce projet-là, puisque vous allez devoir constituer un dossier dans lequel vous allez exposer votre projet et tout un tas d'éléments de votre projet. Et donc, votre conseiller en évolution professionnelle, il est là pour vous aider à faire tout ça. Quand on parle de formalisation du projet, c'est vraiment affiner quel métier je veux faire, pourquoi je veux le faire, comment on accède à ce métier-là, est-ce que j'ai bien pris connaissance de tous les aspects de ce métier-là, quelles sont les perspectives d'emploi de ce métier, quelle est la meilleure formation pour y accéder. Voilà, tout ça, on le met, on va dire, ça englobe ce que l'on appelle la formalisation du projet. Et le dossier d'émission reconversion, c'est un dossier qui se passe en ligne, qui présente, donc je l'ai dit, les éléments de votre projet. Et donc, c'est un dossier que vous allez signer, vous, et que vous allez faire signer également par votre conseiller en évolution professionnelle. Donc, c'est un dossier qui est co-construit avec votre conseiller et qui est co-signé par vous-même et par votre conseiller. C'est ce dossier-là qui sera transmis à la commission de l'association Transition Pro de votre région dont on a déjà parlé. Le conseiller en évolution professionnelle, il est là aussi pour vous aider à imaginer des plans B, c'est-à-dire si ce dispositif-là, il n'est pas accessible parce que vous n'êtes pas éligible ou qu'il est peut-être moins adapté à votre projet qu'un autre dispositif, le conseiller ou la conseillère est là pour vous aider à identifier les alternatives, c'est-à-dire, bon, ok, ce dispositif-là, c'est pas possible, est-ce qu'il y a autre chose de possible pour mettre en œuvre votre projet? Voilà. Je continue, l'étape 3, une fois que vous avez constitué votre dossier avec votre conseiller en évolution professionnelle, donc vous allez
envoyer, on va dire présenter ce dossier-là à la commission de l'association Transition Pro de votre région. Donc là, il y a plusieurs critères d'analyse selon qu'il s'agit d'un projet de reconversion avec formation ou selon qu'il s'agit d'un projet de création d'entreprise. La commission, en fait, elle a des critères d'analyse pour venir dire est-ce qu'elle estime que le projet a un caractère réel et sérieux ou non. Donc là, si vous avez un projet de reconversion avec formation, vous allez devoir témoigner dans votre dossier d'une réelle volonté de changer de métier et montrer aussi que vous avez anticipé, pensé les implications que cette reconversion pouvait avoir sur votre situation individuelle en termes de conditions de travail, en termes de rémunération, en termes de vie peut-être personnelle aussi, en tout cas d'articulation vie professionnelle, vie personnelle. Et la commission, elle a également 3 autres critères. Le premier critère, c'est est-ce que vous connaissez suffisamment les caractéristiques du métier que vous envisagez. Donc là, vous allez devoir argumenter que vous connaissez bien le métier. Donc, comment vous le faites? Vous allez décrire le métier, comment on y accède, dans quel secteur d'activité vous pouvez travailler, dans quel type de structure. Et le mieux, c'est d'avoir fait également des enquêtes auprès de professionnels pour montrer que vous vous êtes un petit peu confronté à la réalité finalement du terrain. Vous avez également la possibilité de réaliser des immersions, c'est-à-dire des sortes de stages découvertes auprès de professionnels qui exercent le métier que vous visez. Donc ça, par exemple, le conseiller en évolution professionnelle, il peut vous prescrire une convention de stage pour que vous puissiez aller justement dans une autre entreprise, observer le métier que vous envisagez. Et donc ça va permettre de montrer à la commission que oui, vous connaissez bien le métier que vous visez. En fait, la commission, ce qu'elle veut voir, c'est est-ce que vous avez vraiment creusé les choses. Elle ne veut pas, en fait, on veut éviter que vous soyez finalement resté sur une représentation du métier. On veut voir que vous êtes vraiment confronté à la réalité du métier, soit par des enquêtes auprès de professionnels, soit par des immersions. Deuxième critère que la commission va regarder, c'est est-ce que vous avez bien identifié la formation qui est nécessaire pour accéder à ce métier-là et notamment, est-ce que c'est là, vous allez devoir argumenter finalement que c'est la meilleure formation, que c'est la formation la plus efficiente, la plus pertinente pour arriver au métier que vous visez. Donc là, pareil, vous allez devoir argumenter que vous avez peut-être fait le choix de cette formation parmi plusieurs, pourquoi vous avez choisi celle-ci, etc., etc. Et bien sûr, vous allez devoir expliquer comment vous envisagez de financer cette formation-là. Puisque cette formation, vous allez la suivre une fois que vous serez demandeur d'emploi, puisque là, vous demandez finalement à démissionner pour suivre cette formation en tant que demandeur d'emploi. Donc là, avec votre conseiller en évolution professionnelle, vous allez également explorer les possibilités de financement. Donc quand vous êtes demandeur d'emploi, il y a plusieurs possibilités de financement, directement par Pôle emploi, mais aussi par la région dans laquelle vous habitez. Ça peut être aussi avec votre compte personnel de formation, par exemple. En tout cas, il vous faut convaincre la commission que vous savez déjà comment la formation sera financée une fois que vous serez inscrit à Pôle emploi. Dernier critère, il vous faut convaincre la commission qu'il existe des perspectives d'emploi à l'issue de cette formation-là. Donc là, vous allez devoir argumenter qu'il y a bien de l'emploi, fournir par exemple des offres d'emploi, indiquer le nombre d'entreprises potentiellement sur votre zone dans laquelle vous pourriez postuler. Il vous faut montrer que vous avez analysé les perspectives d'emploi. Mais ça, vous pouvez le faire avec votre conseiller en évolution professionnelle. Il est là justement pour vous guider dans tout ça. Si on prend maintenant les critères d'analyse pour un projet de création de reprise d'entreprise, là, la commission, elle va analyser également 3 critères qui diffèrent un petit peu, et notamment les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché. Donc là, la commission, elle veut voir que le projet est viable économiquement au regard des éléments que vous allez transmettre. Donc, notamment, vous allez devoir joindre une étude de marché. Donc ça, c'est le minimum pour montrer à la commission que vous avez bien recueilli toutes les informations nécessaires pour analyser la concurrence, pour analyser finalement la viabilité économique de votre projet de création ou de reprise d'entreprise.
La commission, elle va également analyser les besoins de financement, les ressources financières dont vous aurez besoin. Elle veut surtout voir en fait que vous les avez identifiées. Voilà. Et donc, vous allez devoir joindre un plan de financement à 3 ans également à votre dossier. Et la commission va également analyser les moyens techniques et humains de l'entreprise. Donc là, vous allez devoir prouver que vous avez bien cerné tous les moyens utiles au fonctionnement de l'entreprise, que ce soit en ressources humaines, en ressources matérielles, en local peut-être pour pouvoir développer votre activité physiquement dans un lieu. Voilà. Donc tout ça, vous allez devoir l'argumenter dans votre dossier. Vous pouvez être aidé, bien sûr, pour construire tout ça par votre conseiller en évolution professionnelle. Et puis, il y a aussi des dispositifs qui existent. Il y a des accompagnements à la création d'entreprise qui sont finançables grâce à votre compte personnel de formation qui vous permettent de construire vraiment, de formaliser votre projet de création d'entreprise. Vous pouvez aussi rencontrer des experts comptables gratuitement dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Business Story. Voilà, il y a tout un tas finalement d'outils et de ressources qui sont à votre disposition pour vous aider à vraiment analyser la faisabilité de votre projet de création d'entreprise, donc études de marché notamment et plan de financement. Alors, je regarde juste s'il y a quelques questions. Le congé maternité est-il compté? Alors, j'imagine que, est-ce qu'il est compté dans la période des 1300 jours? Oui, en fait, ça va être compté. Voilà. En fait, toutes les périodes ne vont juste pas être comptées, toutes les périodes d'interruption du contrat qui ne donnent pas lieu à rémunération, donc principalement ces congés sans solde, congés sabbatiques, les suspensions de contrat pour non-vaccination. Voilà. Par contre, les arrêts maladie, les congés maternité, congés parental d'éducation, voilà, tout ça, c'est bien pris en compte dans le calcul des 1300 jours. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas, surtout vous prenez un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Si on poursuit, du coup, étapes 4 et 5, donc une fois que la commission a validé le caractère réel et sérieux de votre projet, vous avez 6 mois pour aller vous inscrire à Pôle emploi. Alors, on parle de 6 mois tout simplement parce que l'attestation du caractère réel et sérieux n'est valable que 6 mois. Donc, si vous laissez passer ce temps-là, vous devez refaire un dossier. Donc là, une fois que vous avez cette attestation, vous pouvez démissionner, vous exécutez votre préavis et puis vous allez vous inscrire à Pôle emploi. Pôle emploi, au moment de l'inscription, on l'a déjà dit, va vérifier que vous avez bien les 1300 jours travaillés, que vous avez bien bénéficié d'un accompagnement CEP et que vous avez bien l'attestation de la commission qui valide le caractère réel et sérieux de votre projet. Si c'est OK, vous aurez les droits aux allocations chômage pour mettre en œuvre votre projet. Mais attention, Pôle emploi en fait va procéder à des contrôles, c'est-à-dire que 6 mois après votre inscription à Pôle emploi, il y a les équipes contrôle de Pôle emploi qui vont vérifier que vous avez bien engagé des démarches pour mettre en œuvre votre projet. Est-ce que vous êtes bien entré en formation? Est-ce que vous avez bien déjà créé votre entreprise? Ou à minima, est-ce que vous avez bien fait, est-ce que vous êtes de bonne foi et est-ce que vous avez déjà engagé des démarches pour mettre en œuvre le projet qui a été validé par la commission de transition pro? Si Pôle emploi estime que vous vous êtes inscrit à Pôle emploi et que depuis vous n'avez fait aucune démarche, il peut très bien procéder à votre radiation si jamais il constate des manquements en fait à vos engagements. Donc ça, attention, on n'utilise pas ce dispositif, on va dire, pour rester tranquillement inscrit à Pôle emploi. Il vous faudra vraiment prouver que vous mettez en œuvre les démarches relatives au projet qui a été validé. Je regarde avant de passer à quelques exemples de projets, s'il y a des questions complémentaires. Est-ce que ces projets sont pris en compte dans le maintien des indemnités chômage si on est déjà inscrit à Pôle emploi? Alors, je suis désolée, je ne comprends pas la question. Est-ce que ces projets sont pris en compte dans le maintien des indemnités chômage si on est déjà inscrit à Pôle emploi? Je ne comprends pas la question. Il va falloir préciser, donner un exemple. Si vous êtes déjà inscrit à Pôle emploi, a priori, parce que pour bénéficier de ce dispositif-là, il vous faut être salarié en CDI. Alors, vous pouvez être inscrit à Pôle emploi si vous êtes salarié en CDI, mais voilà, il faut préciser la situation, la question, parce que là, ce n'est pas assez précis pour que je puisse répondre.
Si on souhaite suivre une formation par le biais donc du dispositif d'émission reconversion, combien de temps doit durer la formation? Alors, il n'y a pas vraiment de durée minimale ou maximale hein, par rapport au projet de formation. Par contre, ce que va regarder Pôle emploi au moment où vous allez vous inscrire et au moment où vous allez valider votre plan de formation avec votre conseiller, c'est que la formation vous permette quand même d'accéder rapidement à un retour à l'emploi, si j'utilise les termes un peu de Pôle emploi. Donc, si je prends un exemple, une formation qui se déroulerait pendant, par exemple, 3 ans, à hauteur de, je ne sais pas, 3 jours par mois pendant 2 ans, pendant 3 ans, pardon, Pôle emploi pourrait ne pas valider le plan de formation parce que c'est un plan de formation long, en plus, ce n'est pas une formation à temps plein. Donc, Pôle emploi peut estimer qu'il n'y a pas un retour à l'emploi assez rapide. Par contre, ça peut être une formation de 3 ans à temps plein et dans ce cas-là, ça ne pose pas de souci. Voilà. Mais ça, de toute façon, quand vous rencontrez votre conseiller en évolution professionnelle, vous analysez aussi le projet de formation. Est-ce que c'est le projet le plus adapté? Enfin, est-ce que c'est l'action de formation la plus adaptée par rapport à votre objectif professionnel et par rapport au fait aussi de solliciter ce dispositif-là? Du coup, je continue avec quelques exemples de projets. Donc, projet numéro 1, c'est le projet de Léa, qui vient nous voir à 29 ans, qui est aide-soignante à domicile depuis de nombreuses années et ça fait longtemps qu'elle rêve d'évoluer vers le métier d'infirmière. Donc, elle s'est inscrite aux sélections pour pouvoir entrer en formation et au moment où elle vient nous voir, elle ne sait pas encore si elle est admise en formation, mais elle veut savoir, dans le cas où elle serait acceptée en formation, comment elle pourrait faire pour suivre cette formation, puisque là aujourd'hui, elle est salariée, aide-soignante à domicile, et voilà, elle ne sait pas vraiment par où commencer. Donc là, Léa, avec sa conseillère en évolution professionnelle, elles ont pu ensemble explorer les différentes stratégies possibles hein, pour mettre en place son projet de formation. Des fois, il n'y a pas qu'une seule voie, il y en a plusieurs. Et donc, on regarde ensemble quel est la meilleure, on va dire, le meilleur chemin possible hein, pour arriver à l'objectif. Là, pour Léa, malheureusement, quand elle vient nous voir, le délai pour déposer une demande de financement pour suivre la formation en restant salarié, malheureusement, le délai est passé. Donc, avec Léa, on a plutôt exploré les possibilités de suite de cette formation, mais en tant que demandeur d'emploi. Donc, elle a été informée sur le dispositif d'émission reconversion, on a vérifié son éligibilité, c'était bon. Et donc, sa conseillère l'a aidée à formaliser son projet et à construire un dossier bien argumenté pour le présenter en commission. Donc là, Léa, elle a pu finalement présenter un dossier, il a été accepté et du coup, elle a démissionné. Elle s'est inscrite à Pôle emploi et elle a démarré sa formation d'infirmière en étant du coup demandeur d'emploi. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que parfois, pour certains projets, il est possible de solliciter des dispositifs de financement qui vous permettent de suivre la formation avec votre salaire, la prise en charge voilà, de la formation, en restant salarié en CDI. Là, le problème de Léa, c'est que il n'était plus possible pour elle de faire cette demande-là parce qu'il y a des calendriers à respecter, etc. Mais sachez que ce n'est pas toujours nécessaire de démissionner pour suivre une formation. Il y a plein d'autres dispositifs qui peuvent être mobilisés et qui peuvent permettre de suivre la formation, mais tout en restant salarié. Voilà. Et sans avoir finalement à démissionner. Donc tout ça, vous le voyez de toute façon quand vous rencontrez votre conseiller ou votre conseillère en évolution professionnelle. Le deuxième cas, donc c'est le cas de Raphaël, donc il est un peu plus âgé, il a 37 ans, et lui, il est conseiller dans une agence de voyage depuis plusieurs années aussi. Et lui, il souhaite créer une activité de traiteur avec sa femme, qui est, elle, déjà cuisinière. Et donc, il ne sait pas trop comment s'y prendre, parce que pour commencer finalement à créer cette activité-là avec sa femme, il a besoin d'être libéré de son emploi, parce que sinon, il n'aura pas le temps de le faire. Il a demandé une rupture conventionnelle à son employeur, mais malheureusement, son employeur a refusé la rupture conventionnelle. Et donc, lui, il vient nous voir en nous disant je ne vais quand même pas démissionner, parce que sinon, je n'aurai pas droit aux allocations chômage. Donc, comment je peux faire? Comment je m'y prends
pouvoir mettre en œuvre ce projet-là. Donc là, clairement, Raphaël, il rentre dans le cadre du dispositif d'émission reconversion pour création d'entreprise. Donc avec sa conseillère en évolution professionnelle, déjà, il a pu se renseigner sur la réalité du métier de traiteur, sur ce que ça implique d'être chef d'entreprise, voilà, est-ce qu'il a bien toutes les compétences nécessaires pour ça. Il a pu travailler sur la faisabilité de son projet de création d'entreprise. Raphaël, notamment, il a fait un accompagnement à la création d'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui s'articule avec le CEP. Ce n'est pas fait dans le cadre du CEP, mais c'est quelque chose qui est fait ailleurs. Il l'a financé avec son compte personnel de formation. Et ça lui a permis d'avoir une étude de marché bien ficelée, d'avoir un plan de financement bien solide et de pouvoir, du coup, monter un dossier bien argumenté pour le présenter en commission. Voilà. Donc là, Raphaël aussi, suite à l'avis favorable de la commission, il a démissionné de son poste, il est allé s'inscrire à Pôle emploi et puis il a commencé toutes les démarches pour créer son entreprise directement en étant demandeur d'emploi. Ce qui a été fait aussi avec Raphaël, c'est d'analyser finalement est-ce qu'il ne lui manquait pas des compétences pour mettre en œuvre ce projet-là. Et effectivement, il a mis le doigt sur le fait que ce serait bien d'avoir quelques compétences un peu en gestion, mais également des compétences pour aider sa femme s'il y avait besoin en cuisine. Et donc, il y a aussi un projet de formation sur toutes les règles d'hygiène en cuisine à respecter qui a été formalisé, et un projet de formation aussi sur tout ce qui est un petit peu les bases de la gestion d'entreprise. Voilà. Dernier cas, c'est celui de Joëlle. Donc Joëlle a 43 ans, elle est assistante comptable dans un centre social. Et donc elle a le projet de reprendre l'entreprise familiale de ses parents dans le secteur du commerce, c'est une boutique. Donc ses parents partent à la retraite et elle se dit pourquoi pas reprendre le commerce familial pour que ça reste dans la famille. Et elle a entendu parler du dispositif d'émission reconversion et elle se dit que ça pourrait être idéal pour sécuriser, on va dire, la transition de son emploi salarié vers son statut, on va dire, d'entrepreneur dans le cas d'une reprise d'entreprise. Donc là, Joëlle, c'est un cas aussi de reprise d'entreprise et ça peut s'inscrire dans le cadre du dispositif d'émission reconversion. Donc là, pareil, elle a été aidée à travailler sur la faisabilité de son projet dans le cadre du CEP, mais aussi en dehors avec un expert comptable dans le cadre du dispositif Business Story dont on avait parlé déjà tout à l'heure. Et elle a pu identifier ses compétences aussi, et notamment identifier les compétences à acquérir, et notamment gestion d'entreprise, un peu comme Raphaël juste avant. Et donc là, Joëlle, elle a, dans le cadre du CEP, été aidée à choisir, à identifier finalement un organisme de formation pour l'aider à préparer sa future reprise d'entreprise. Et en parallèle également, elle a monté un dossier d'émission reconversion pour le présenter à la commission. Donc son dossier a été accepté aussi. Il faut savoir qu'il y a plus de 90% des dossiers qui sont acceptés dans le cadre de ce dispositif-là, notamment parce qu'en général, vous n'allez déposer un dossier que quand vous avez vraiment tous les éléments de votre projet. Donc en général, ce sont des dossiers assez solides et vous arrivez assez facilement à convaincre la commission que votre projet il a bien un caractère réel et sérieux. Donc voilà pour le dernier cas. Avant de passer à la présentation un peu plus dans le détail du conseil en évolution professionnelle, je vais regarder s'il y a d'autres questions. A priori non. Je vais quand même regarder s'il n'y en a pas dans le chat. Hop. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires, voilà, notamment la question à laquelle je n'ai pas répondu parce que je ne comprenais pas très bien la question. Voilà, n'hésitez pas à la compléter ou l'étoffer pour que je puisse y répondre. Le conseil en évolution professionnelle, j'en ai déjà dit voilà, pas mal de choses tout à l'heure, mais juste pour rappeler que ce n'est pas un service qu'on sollicite que pour le dispositif d'émission reconversion. En fait, vous pouvez le solliciter à n'importe quel moment de votre vie professionnelle, quel que soit votre projet. Que ce soit une mobilité dans votre entreprise, que ce soit un développement de compétences sur votre poste, que ce soit un projet de changement de métier, voilà, enfin, peu importe votre projet, ça peut être aussi de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience. En fait, tout au long de votre vie professionnelle, vous avez ce service public-là que vous pouvez solliciter.
Par contre, ça s'adresse, comme on l'a dit tout à l'heure, aux salariés titulaires d'un contrat de droit privé. En général, le CEP, c'est un ou plusieurs rendez-vous, hein, ça dépend de vos besoins, de votre niveau d'autonomie, et ça commence toujours par un accueil, on va dire, individualisé, qui va vous permettre d'exprimer votre demande, d'accéder à un premier niveau d'information en fonction de votre demande et de vos besoins. Et à la fin de cette première étape, on va dire, soit vous êtes assez autonome et puis vous continuez de votre côté parce que vous avez eu les informations qu'il vous fallait, soit vous pouvez poursuivre sur ce qu'on appelle, nous, le second niveau de conseil, qui est l'accompagnement personnalisé, et là, qui va vous permettre de vraiment travailler à la faisabilité de votre projet, à la formalisation de votre projet, et surtout à construire le plan d'action pour mettre en œuvre ce projet-là, et notamment en termes de financement de formation, s'il y a un projet de formation. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, c'est que c'est autant de rendez-vous que finalement vous avez besoin et que vous pouvez le mobiliser plusieurs fois. Peut-être que vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, mais que vous en aurez besoin peut-être dans 6 mois, par exemple. Donc, pour prendre un rendez-vous, en tout cas avec le réseau EVA, il y a un seul numéro, c'est le 09 72 01 02 03. Ce numéro, il est accessible tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 19h et le samedi matin. Sachez que, en général, dans toutes les régions, il y a également dans les grandes villes, en général, c'est les villes-préfectures, des rendez-vous possibles après 17h et le samedi matin pour s'adapter justement aux contraintes des salariés voilà, qui voudraient être reçus plutôt en dehors du temps de travail. Les rendez-vous, ils se font à distance ou en présentiel, c'est vous qui décidez. Voilà pour ce webinaire des lundis du CEP. Je regarde juste s'il y a d'autres questions, mais il n'y en a pas. Donc du coup, je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre attention. Et puis, si vous n'avez pas tout suivi, vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire directement sur notre site internet mon-service-cep.fr. Voilà, bonne journée à vous.